Non, les intellectuels français n'ont pas soutenu le régime des mollahs en Iran. C'est une vieille idée reçue qui revient beaucoup dans certains médias français depuis quelques mois, avant même le début de la guerre au Proche-Orient. Les intellectuels français auraient soutenu la dictature des mollahs et applaudi la révolution islamique de 1979. Et ce sont toujours les trois mêmes noms qui reviennent. Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, qui se rendent visiter le futur ayatollah. Sartre. Oui. Et même mon cher Foucault à propos de l'ayatollah et de l'apologie de la révolution iranienne. 1979, c'est le début de l'islamo-gauchisme. C'est la bénédiction de la révolution islamique par l'extrême gauche, par Michel Foucault, Jean-Paul Sartre. De quoi entretenir la thèse d'une vieille connivence entre la gauche intellectuelle et l'islam politique. Mais Sartre, Foucault et Beauvoir ont-ils vraiment tenu ces positions sur l'Iran ? Restons factuels. Il y a sans doute des choses à reprocher dans les engagements et prises de position de ces trois intellectuels, mais dans le cas de l'Iran, l'idée d'un soutien politique au régime des mollahs est une invention médiatique qui repose sur beaucoup d'approximations. Si Michel Foucault a bien effectué plusieurs voyages en Iran, Sartre et Beauvoir n'ont jamais manifesté la moindre sympathie envers Khomeini et ne l'ont jamais rencontré. Là, effectivement, Sartre et Foucault ont applaudi la révolution iranienne. Et remettons un peu de contexte. Octobre 1978. La contestation fait rage depuis plusieurs mois contre le régime du Shah en Iran. Dans les rangs des manifestants, on trouve des religieux, des intégristes, des libéraux, des nationalistes, des marxistes, des communistes. Une figure émerge progressivement et attire l'attention du monde. L'ayatollah Khomeini, leader chiite iranien en exil depuis 14 ans. En 1978, il est accueilli en France et trouve refuge à Naufle-le-Château. Depuis cette petite commune, le religieux va progressivement s'imposer et pousser le Shah à quitter l'Iran. Khomeini revient à Téhéran le 1er février 1979 où il est acclamé par la foule. Rapidement, Khomeini et son camp s'accaparent la révolution, font massacrer leurs opposants, oppriment les femmes et mettent en place une dictature islamiste impitoyable. Mais qui a permis ça ? La responsabilité des intellectuels est particulièrement pointée du doigt, notamment en France. On raconte notamment que Jean-Paul Sartre aurait participé à un comité de soutien à l'ayatollah Khomeini, comme on peut le lire ici. Il aurait rencontré Khomeini lorsqu'il était en exil en France, à Naufle-le-Château. C'est encore écrit ici. Et on lit même là que Sartre se serait rendu à Téhéran en 1979 pour soutenir publiquement l'ayatollah après son retour. Sauf qu'en cherchant des traces de ce soutien, on ne trouve en fait rien du tout. Alors Sartre a-t-il été victime d'un effet Mandela, une hallucination collective qui nous recrée des faux souvenirs erronés ? Sartre ne s'est jamais rendu à Naufle-le-Château où résidait l'ayatollah en exil. Et un voyage de Sartre à Téhéran en 1979, c'est impossible, selon de nombreux historiens, biographes et témoins de l'époque. Annie Cohen-Solal, autrice de la biographie de référence sur Sartre, documente précisément tous les engagements du philosophe jusqu'à la fin de sa vie. Sur la révolution iranienne, on ne trouve rien. Et quant à un déplacement à Téhéran au soutien à Khomeini, elle le conteste formellement. Même réponse pour Ahmad Salamatian, homme politique iranien présent à Naufle-le-Château, membre du premier gouvernement de la République islamique et fin connaisseur de la vie intellectuelle française et iranienne. C'est impossible. La presse française est fantastique pour créer des histoires et les substituer à la réalité. Si Sartre était venu en Iran après la Révolution, je l'aurais su. En 1978, au début de la révolution iranienne, Sartre est déjà très affaibli. Il perd la vue et ses interventions se font de plus en plus rares. Il meurt d'ailleurs peu de temps après, en 1980. Le seul comité en lien avec l'Iran auquel Sartre a participé, c'est un comité de soutien des prisonniers politiques créé en 1966, soit une décennie avant qu'on parle de Khomeini et de révolution islamique. Ce comité est constitué en protestation à la répression du régime du Shah sur ses opposants. Pas du tout un comité de soutien à l'ayatollah Khomeini comme certains l'ont affirmé. Jean-Paul Sartre, philosophe, est membre du comité de soutien à l'ayatollah Khomeini. Vous vous rendez compte ? Ce qui est attesté par contre, c'est que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont fréquenté au début des années 60 un intellectuel iranien, Ali Shariati. Shariati est un militant chiite progressiste, critique du Shah, qui va tenter d'allier chiisme et marxisme. Il a transformé les mythes chiites en idéologie révolutionnaire, c'est-à-dire la religion qui était quelque chose qui relevait du domaine intérieur de la personne. Shariati l'a transformé comme une arme pour contester contre le pouvoir en place. Il est assassiné lors de son exil au Royaume-Uni en 1977 dans des conditions mystérieuses. Mais ses idées vont avoir une grande influence sur la Révolution. Les partisans de Khomeini vont aussi faire de la récupération politique avec cet intellectuel très populaire et le célébrer comme un martyr après la Révolution. Faire de Sartre un soutien de l'ayatollah Khomeini uniquement parce qu'il a fréquenté Ali Shariati dans les années 60, c'est donc faire un énorme raccourci.
En réalité, dans cette histoire, Sartre souffre beaucoup de la confusion avec un autre philosophe, Michel Foucault, qui lui est bien allé en Iran pendant la Révolution. Foucault y fait 2 voyages, comme reporter pour la presse française et italienne. Le philosophe n'a pas une grande connaissance du chiisme, mais il comprend qu'un bouleversement historique est sur le point d'advenir en Iran. Un fait doit être clair. Par gouvernement islamique, personne en Iran n'entend un régime politique dans lequel le clergé jouerait un rôle de direction ou d'encadrement. L'expression m'a paru être employée pour désigner 2 ordres de choses. Une utopie, m'ont dit certains sans nuance péjorative. Un idéal, m'ont dit la plupart. Quel sens pour ces hommes à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons, nous autres, oublié la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme. Une spiritualité politique. C'est plus qu'une révolution politique. Il y voit une grève du politique, comme il dit. Un pays entier qui simplement arrête de soutenir un régime. Foucault est un des rares à avoir compris tout de suite que c'était une révolution religieuse, mais pas une révolution cléricale. Le clergé a pris le pouvoir avec Khomeini, mais ce qu'il voit, lui, c'est une espèce de révolution mystique. Mais ce qui l'intéresse, c'est la manière dont les gens écoutent Khomeini, c'est l'instant qui le fascine, c'est la rupture. C'est un philosophe, c'est pas un idéologue politique. Foucault n'a probablement pas perçu le risque de voir une dictature islamique advenir en Iran. Mais il faut rappeler que la manière dont Khomeini est perçu en 1978, pendant la Révolution, n'est pas du tout la même après son retour à Téhéran, lorsqu'il montre son vrai visage impitoyable. Foucault va protester, bien sûr, contre les arrestations, les exécutions, la répression, etc. Il a été très très clair là-dessus. Mais pour lui, c'était quasiment inévitable. Foucault n'est pas un utopiste, c'est ça qu'on n'a pas compris ici. Il ne s'intéressait pas à ce qui se passerait après la Révolution, parce qu'il savait que ça ne pouvait être qu'une déception pour tout le monde. L'islam politique, ça n'a pas intéressé Foucault. Lorsqu'il est en exil à Naufle-le-Château sous protection policière, le religieux est présenté à la télévision comme un vieux sage qui médite sous un pommier. Singulier combat tout de même que celui de cet homme de 75 ans, assis dans un jardin, contre le régime du Shah. Face aux caméras de l'Occident, il se fait rassurant. C'était un extraordinaire talent de la mise en scène, on peut dire un charisme du personnage. En même temps, c'était l'art de rester dans le flou, un discours qui est tantôt très politique, mais dès qu'on lui pose une question politique précise, il se réfugie dans le religieux, et puis qui laisse entendre, il faut bien le dire, aux journalistes, un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc je l'ai entendu dire très clairement, par exemple, sur la situation des femmes, qui était une des premières questions qu'on posait, des choses qui étaient tout à fait contraires à ce qui se passera ensuite. Beaucoup, surtout en Iran, voyaient Khomeini comme une figure de transition, sans savoir que l'ayatollah manœuvrait déjà en cachette pour prendre le pouvoir. Mais les choses basculent vite. À peine quelques semaines après son retour à Téhéran, la dictature islamique se met en place. C'est à ce moment qu'intervient une autre intellectuelle qu'on avait évoquée au début de cette vidéo. Comme pour Sartre, l'engagement de Simone de Beauvoir s'est limité à la défense des droits des prisonniers politiques sous le régime du Shah. Mais lorsque Khomeini décide de faire appliquer la loi islamique et d'obliger les femmes à porter le voile, les féministes se mobilisent. Beauvoir soutient le soulèvement des Iraniennes contre ces lois. Elle préside même le Comité international du droit des femmes qui envoie une délégation à Téhéran. La philosophe, malade, ne fait pas partie du voyage, mais elle suit l'initiative de ses camarades. Lorsqu'une partie de la délégation est sommée de porter le voile pour rencontrer l'ayatollah, Beauvoir conseille au téléphone à ses camarades de ne pas céder et de boycotter l'entrevue. À propos de la République islamique et des droits des femmes, Beauvoir écrit ces mots en mars 1979. Le nouveau régime ne sera lui aussi qu'une tyrannie, s'il ne tient pas compte de leurs désirs et ne respecte pas leurs droits. Une Simone de Beauvoir finalement bien éloignée de l'image présentée dans certaines publications. Mais alors d'où vient cette fake news à l'origine ? Difficile à dire. Beaucoup de publications ont repris ces allégations sans aucune vérification depuis au moins une quinzaine d'années. Des articles de presse, des interventions à la télévision, ou encore récemment lors de la commission parlementaire sur les liens entre mouvements politiques et islamisme. Eh bien, il y avait une guerre d'influence qui se jouait en France, à laquelle participaient d'éminents intellectuels, dont comme Sartre, Foucault, Simone de Beauvoir. Mais une chose est sûre, cette idée que les intellectuels français ont soutenu la révolution islamique repose sur une construction intellectuelle et médiatique et en aucun cas sur des faits. Car comme le résume l'historien Pascal Horry à ce sujet, l'arrogance intellectuelle française a assez d'aveuglement et de crimes à se reprocher pour qu'on ne rajoute pas cette circonstance-là.